Bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-Laure Chatin. Je suis kinésithérapeute depuis 2006 et j'exerce actuellement dans un cabinet libéral à Villeurbanne qui est orienté sur la prise en charge de la rééducation neurologique de plusieurs patients post-AVC, sclérose en plaques, paratétras et quelques patients Parkinson, ainsi que paralysie cérébrale en neuropédia à partir de 3 ans. Et je travaille en parallèle, j'ai une activité de recherche, développement et formation au sein de la société Aliane. Le thème de ce soir, c'est la spasticité, quelle prise en charge. Donc on va faire un petit point là-dessus. On va d'abord avoir une présentation, je vais un peu vous expliquer un petit peu, faire un point sur cette présentation sur la spasticité, de l'ordre de 20-30 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions par écrit. Je prendrai le temps de répondre à vos questions à la fin de la présentation, si jamais les réponses n'ont pas déjà été apportées au fur et à mesure de ce webinaire. Voilà. Donc, déjà, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la spasticité? Donc, la définition qu'on retrouve est la définition de Lens en 1980, qui nous indique que c'est un désordre moteur qui est caractérisé par une augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique d'étirement et par une augmentation des réflexes ostéotendineux résultant d'une hyperexcitabilité du réflexe d'étirement dans le cadre d'un syndrome pyramidal. Donc, c'est bien un symptôme qui concerne les atteintes pyramidales, donc c'est-à-dire effectivement toutes les pathologies vasculaires de type post-AVC, donc toutes les hémiplégies, qui concernent toutes les atteintes médulaires, donc les tétraplégies, paraparésie, et également certains syndromes dégénératifs comme la sclérose en plaques. Pour les grandes pathologies, grosso modo, c'est là où vous allez retrouver de la spasticité dans ce qu'on appelle ces syndromes pyramidaux. On est sur une exagération du réflexe d'étirement. Donc, en quoi ça consiste ce réflexe d'étirement? En fait, la spasticité, elle est la conséquence de 3 actions neuromotrices. On a d'abord donc cette notion d'hyperexcitabilité du réflexe myotatique médulaire. On a également une interruption des voies descendantes modulatrices de l'excitabilité du système pyramidal. Et enfin, on a une réorganisation des circuits médulaires par plasticité neuronale. Et je vais un petit peu vous détailler ces différentes actions neuromotrices qui sont à l'origine de cette spasticité. Donc tout d'abord, en ce qui concerne l'hyperexcitabilité du réflexe myotatique médulaire. Donc le réflexe d'étirement, il y a 2 composantes. Il y a une composante qui est dite phasique, qui est liée à la vitesse d'allongement musculaire, qui est brève, et il y a la composante qui est dite tonique, qui est maintenue pendant la durée d'allongement qui assure la posture. La contraction, naturellement, augmente avec la vitesse d'étirement selon ce qu'on appelle le phénomène de lame de canif. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Et ce réflexe est normalement particulièrement développé sur les muscles antigravitaires tels que les extenseurs au niveau du membre inférieur et plutôt les fléchisseurs, qui sont les muscles fonction, au niveau du membre supérieur. Donc ce sont les fuseaux neuromusculaires. Je vais prendre le petit pointeur, voilà. Hop. Donc c'est le fuseau neuromusculaire qui détecte l'étirement du muscle pour laisser véhiculer le message de la fibre afférente. D'accord? Ici. Jusqu'au motoneurone de l'agoniste. Donc, qui détecte la notion d'étirement. Ce muscle est étiré. Et donc, ça passe par la moelle épinière, ici. Et ça vient stimuler le motoneurone agoniste, donc de ce même muscle, pour engendrer une contraction. C'est-à-dire que si vous étirez ce muscle-là, c'est un réflexe qui normalement est le réflexe tonique d'étirement, est un réflexe qui est naturel. C'est étiré, le muscle va se contracter de manière à ce que l'étirement ne soit pas trop intensif, qu'on n'arrive pas par exemple à la luxation de l'articulation. C'est-à-dire que quand vous prenez
une casserole d'eau, il y a un certain poids dans cette casserole, et ce poids va créer un étirement de ce fuseau neuromusculaire qui derrière va être régulé par ce système, par cette boucle réflexe, de manière à réajuster la contraction musculaire nécessaire à maintenir cet étirement. En parallèle, donc ça permet le maintien du tonus de l'agoniste, d'accord? Et en parallèle, il y a effectivement une inhibition du muscle antagoniste, de celui qui est de l'autre côté, de manière à obtenir un relâchement de ce muscle antagoniste. Dans le cadre de la spasticité, cette boucle-là, elle est complètement enrayée, c'est-à-dire que le moindre étirement du fuseau neuromusculaire provoque d'emblée une hyperactivité de ce motoneurone et du coup de la contraction musculaire. Donc voilà, effectivement, ce qu'on retrouve également ici, le fuseau neuromusculaire, c'est à peu près le même schéma, mais vu sous un angle différent, le fuseau neuromusculaire qui perçoit l'étirement, qui derrière active le motoneurone pour engendrer la contraction et va inhiber le muscle antagoniste. D'une manière générale, on a en permanence une contraction simultanée réajustée entre le muscle agoniste et le muscle antagoniste du mouvement, de manière à maintenir une certaine posture. Dans le cadre de la spasticité, cette modulation est bloquée par un défaut de contrôle de l'inhibition réciproque. Et la co-contraction empêche alors le mouvement volontaire. Ok. Donc ça, c'est pour la partie réflexe myotatique médulaire. En ce qui concerne le contrôle descendant, l'intégration des différents contrôles descendants, donc bon, il y a la voie pyramidale, la voie extra-pyramidale, il y a les afférences inhibitrices, les afférences excitatrices, on ne va pas détailler l'ensemble de toutes ces afférences-là, mais l'intégration de ces différentes influences permet de déterminer l'activité des motoneurones qui est progressivement perturbée dans le cadre de la spasticité. Et en fait, il y a un déséquilibre entre les influences facilitatrices et les influences excitatrices directement au niveau de la voie pyramidale. Donc en fait, on a un déséquilibre sur la genèse de cette spasticité qui se passe à plusieurs niveaux, à la fois au niveau médulaire et motoneurone, et en parallèle directement sur la voie pyramidale avec une modification de ces influences. Et également, le dernier point, c'est en ce qui concerne la plasticité neuronale, mais on va en parler un petit peu plus loin. Donc, comment est-ce qu'on évalue cette spasticité auprès du patient? Donc, les recommandations d'évaluation de cette spasticité sont soit d'utiliser l'échelle d'Ashworth modifiée, je vous ai indiqué ici, qui fait une évaluation du tonus de 0 à 4, soit l'échelle de Held et Théardieu qui a plusieurs composantes, qui va évaluer la vitesse et la qualité de la réaction musculaire et surtout l'angle d'apparition de cette réaction musculaire. Ce sont ces échelles-là, en fait, qui vont être utilisées pour bilanter dès les premiers instants, soit tout de suite post-AVC et post-thrombose ou neurochirurgie, où on va pouvoir évaluer la présence ou non de spasticité auprès du patient. Cette spasticité, elle va être évaluée régulièrement dans la prise en charge rééducative du patient et pour la petite précision, elle est indiquée comme étant un syndrome positif du syndrome pyramidal, comme un symptôme positif du syndrome pyramidal. Symptôme positif signifie que si elle est présente, elle est dite positive, spasticité positive. Si elle est absente, elle est dite spasticité négative, absence de spasticité, voire éventuellement flaccidité, c'est-à-dire défaut de tonus. Les conséquences de la spasticité peuvent être
multiples, il y a quand même des conséquences qui sont dites bénéfiques. Le fait en fait qu'il y ait une augmentation du tonus de certains muscles antigravitaires, de certains muscles dits volitionnels, c'est-à-dire de certains muscles de la fonction, indirectement permet l'activation motrice de ces muscles-là. Par exemple, au niveau du membre inférieur, il est fréquent d'avoir de la spasticité au niveau du quadriceps. Cette spasticité-là permet potentiellement la mise debout du patient. A contrario, par rapport à une flaccidité, quelqu'un qui est flasque, où il n'a même pas de minimum de tonus. Donc, le côté bénéfique, c'est le minimum de tonus qui peut être potentiellement accordé sur certains muscles antigravitaires et certains muscles fonctionnels. C'est également un signal sensoriel. Signal sensoriel de ce qui peut se passer à l'intérieur du corps. C'est souvent ce qui est relaté comme notion d'épine irritative. Extrêmement intéressant, surtout sur certains patients qui ont des troubles de la sensibilité superficielle et profonde. Donc, c'est ceux qui n'ont pas le ressenti de la douleur, qui n'ont pas forcément le ressenti de point d'appui. Et donc, une augmentation rapide de spasticité un peu du jour au lendemain sans raison spécifique, j'invite toujours mes patients, surtout ceux qui ont des troubles de la sensibilité, à aller vérifier tous les points d'appui, y compris derrière le talon, enfin voilà, vérifier tous les points d'appui et faire vérifier sur le plan urinaire s'il n'y a pas éventuellement un globe vésical ou une infection urinaire débutante, voire même sur le plan dentaire en cas de doute d'une infection dentaire débutante. En fait, tous ces patients-là qui ont des troubles du ressenti corporel, l'augmentation de la spasticité de manière assez rapide et brutale est un signal d'alerte de leur corps. Et les conséquences, en revanche, défavorables, sont les douleurs, parce que les myoclonies sont entre autres, cette augmentation de clonus et les trépidations sont souvent décrites par les patients comme douloureuses. La perturbation de la fonction motrice, bien évidemment, puisque un muscle spastique, vous avez vu dans cette boucle de régulation, derrière, ça inhibe l'antagoniste. Quand vous avez la volonté de mobiliser une fonction motrice en utilisant de mobiliser un segment articulaire en utilisant le muscle antagoniste, du coup, celui-ci est complètement inhibé et en plus, l'augmentation du tonus de l'autre côté fait que ça bloque encore plus le mouvement, justement avec ces répercussions articulaires. Donc, quand le membre reste encore mobilisable, l'articulation reste mobilisable dans tous ces secteurs articulaires. Au bout sur des spasticités potentiellement très fortes, on peut se retrouver avec une ankylose articulaire. Et la problématique qui est souvent retrouvée, c'est la spasticité du triceps sural qui va entraîner un pied en varus équin, donc un pied en pointe de pied, et du coup une perte de la possibilité de la mise debout, puisque se mettre debout en pointe de pied, au niveau de l'équilibre et de la posture, c'est un petit peu compliqué. Les répercussions donc fonctionnelles, de fait, du fait des perturbations articulaires et puis des perturbations de la fonction motrice, avec donc au niveau du membre inférieur, des difficultés éventuellement au redressement, à la marche, une marche qui peut être plutôt lente, un peu saccadée, et au niveau du membre supérieur, répercussions fonctionnelles sur bien sûr tout ce qui concerne l'appréhension, avec un manque de précision, un manque de stabilité des différentes articulations intervenant dans l'appréhension, et de fait des répercussions sur la qualité de vie. Alors, on a quand même quelque chose qui nous décrit bon, là, je vais parler de l'hémiplégie parce que c'est vrai que bon, l'AVC représente quand même 140 000 nouveaux cas par an. Il y a Brunstrom et Sultana qui nous, dans la méthode Brunstrom, Sultana et Mesure, qui nous décrivent les 7 stades de récupération de l'hémiplégie. C'est-à-dire que ces 7 stades qui sont décrits, chaque patient va évoluer à son rythme. Ils ne vont pas forcément tous passer les 7 stades.
Globalement, ce qu'on retrouve, c'est le premier stade post-AVC, qui est souvent un stade qui est dit flasque. Donc, c'est cette fameuse flaccidité dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'absence de mouvement volontaire et réflexe, qui se produit dans les premières heures et va pouvoir persister de quelques heures à quelques semaines, voire quelques mois, voire certains parfois plus, post-AVC. Le stade numéro 2, qui est le début d'apparition de la spasticité, avec du coup des mouvements volontaires qui sont plutôt du genre de l'ordre de la triple flexion-extension, plutôt sur un mouvement, pardon, pas volontaire, mais réflexe. Donc, quelque part, ce stade numéro 2, cette spasticité qui apparaît, la présence de cette spasticité est le premier signe de récupération motrice post-AVC. Certes, c'est un signe, c'est une motricité qui est potentiellement anarchique, qui ne va pas être satisfaisante, mais c'est le premier signe de récupération post-AVC. Stade numéro 3, c'est là où vous voyez que la spasticité est plutôt décrite comme étant au maximal, avec là plutôt des mouvements de triple flexion, extension qui sont effectivement sur le schéma volontaire. Et ensuite, on va avoir une phase de plateau avec une diminution progressive de la spasticité et du coup des possibilités de mouvement qui vont être hors de ces schémas globaux de triple flexion extension, avec des mouvements qui vont plutôt être dans les autres plans de l'espace. Et cette spasticité va diminuer de plus en plus avec des mouvements qui vont être du coup de plus en plus présents de manière dissociée, de manière hors des schémas syncinétiques, pour ensuite arriver à une spasticité quasiment nulle, et ensuite et enfin des mouvements dits normaux. Donc ces étapes-là, ces stades-là, c'est voilà, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de spasticité qui apparaît, donc qui est le premier signe en soi de récupération post-AVC. Cette notion de spasticité qui va effectivement évoluer d'abord montante, et c'est ce qu'on retrouve au quotidien auprès de nos patients, d'abord montante pour ensuite potentiellement arriver à une phase de plateau et se réguler potentiellement d'elle-même, alors sachant que tous n'arrivent pas, ne passent pas tous les stades. Cette diminution de spasticité, cette régulation, moi c'est souvent comme ça que je l'appelle, cette régulation de la spasticité, je la compare souvent à la notion de contrainte mécanique dans l'activité sportive, c'est-à-dire que plus l'objectif de la contrainte mécanique dans l'activité sportive va être de repousser le seuil de contrainte mécanique. Et pour le repousser, le faire évoluer, il faut avoir un minimum d'activité physique, mais pas trop non plus, parce que sinon vous avez des traumatismes sportifs qui peuvent apparaître, et en même temps pas insuffisamment, puisque sinon vous êtes en dessous de ce seuil de contrainte mécanique et vous n'allez pas pouvoir le repousser. Je dirais que la spasticité, ça se passe un petit peu de la même manière, c'est bouger de manière à ce que cette spasticité se régule et apparaisse de plus en plus tardivement à l'effort, à la mobilisation, à l'exercice tel qu'il soit. Comment ça se passe? On va aborder effectivement un petit peu plus la rééducation. Qu'est-ce qui, dans la rééducation, donc, bon, potentiellement, je parle beaucoup de l'AVC, hein, donc dans la rééducation post-AVC et en lien avec la spasticité. Donc, quels sont les freins à cette rééducation? Bon, bah, bien évidemment, la lésion neurologique, qui est propre à chaque patient en fonction que vous êtes sur l'artère sylvienne, sur la cérébrale antérieure, la cérébrale postérieure, en fonction du type d'hémisphère qui est touché, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et enfin en fonction du délai d'intervention post-AVC. Donc dans le cas de l'ischémique, je vous rappelle, c'est la thrombose ou la thrombectomie. La thrombose, délai de 4h30 post-AVC, thrombectomie, délai de 6h post-AVC. Et dans le cas des AVC hémorragiques, c'est la prise en charge et le drainage le plus rapidement possible de l'hémorragie de l'hémorragie cérébrale. Donc cette lésion neurologique, donc, qui est propre à chaque patient, bien sûr en plus les pronostics ne sont pas les mêmes en fonction d'un AVC ischémique hémorragique. En ce qui concerne la sclérose en plaques, donc pareil, en fonction de l'évolution de l'AVC et bien sûr en fonction sur les blessés médulaires. Donc propre à chaque patient en fonction du niveau lésionnel et également de l'étendue des lésions et du caractère dit complet ou incomplet de la lésion médulaire.
et également cette notion d'inhibition motrice. Donc, la notion d'inhibition motrice, c'est en fait, c'est à la base un phénomène qui est totalement naturel. C'est une mise en réserve des capacités motrices suite à un traumatisme. Donc, c'est un mécanisme donc, qui est complètement naturel, qui est complètement physiologique. C'est en quelque sorte cette notion d'anesthésie du mouvement suite à un stress intense, un traumatisme physique, psychologique. Donc, dans les traumatismes, effectivement, vous pouvez avoir cette lésion neurologique avec ce mécanisme en plus qui va se surajouter de phénomènes d'anesthésie du mouvement. Alors, si on détaille un petit peu plus cette notion d'inhibition motrice, donc normalement, pour effectuer un mouvement, on a un enchaînement spécifique, un pattern moteur de différentes activations musculaires avec des activations temporelles de ces muscles-là. La notion d'inhibition motrice, d'un point de vue littérature, ce qu'on retrouve, c'est que cet enchaînement est dit dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'on est sur un mouvement qui est créé, qui est adaptatif. Et cette inhibition motrice est due donc à l'inactivation prolongée du muscle pour cause physique ou pour immobilisation longue, hein, ce qu'on trouve régulièrement dans les suites d'une lésion neurologique. Donc voilà, vous avez effectivement cet enchaînement dysfonctionnel du mouvement qui va se mettre en place. C'est ce qu'on va retrouver dans les dyskinésies, c'est ce qu'on va retrouver dans les schémas de Boitery, dans les instabilités chroniques. Vous avez également une perturbation de la qualité de la contraction musculaire. Donc toute cette notion de littérature-là a été évaluée sur les prises en charge sur les traumatismes méniscaux avec évaluation de la capacité de contraction du quadriceps et une perturbation de cette qualité de contraction musculaire de l'ordre de 23,6%. Et également cette notion qu'on retrouve du coup plus sur le plan cortical avec un effacement de l'image motrice. C'est cette thèse qu'avait fait Aurore Meugnot en 2014 qui avait évalué une immobilisation de plusieurs semaines du coude sur plusieurs patients et qui avait évalué derrière la représentation corticale des fonctions motrices de ce coude-là. Et en fait, il y a un effacement progressif de cette image motrice sur le plan cortical. Donc du coup, sur cette notion d'inhibition motrice, on a un précurseur qui s'interroge un petit peu, c'est Julian de Giurria-Guerra, qui est un neuropsychiatre et psychanalyste qui a contribué entre autres à l'émergence de la psychomotricité, qui émet l'hypothèse comme quoi ce désordre moteur, il n'est pas d'origine déficitaire, c'est-à-dire d'origine périphérique, mais qui proviendrait d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. C'est-à-dire que ce mécanisme de mise en place d'inhibition motrice serait plutôt au niveau de la base, au niveau de la conception de la commande motrice et non pas directement sur la périphérie. Donc concrètement, dans notre cas de spasticité, je vous ai indiqué effectivement toutes ces notions de régulation du réflexe myotatique, de hyperactivation du motoneurone alpha et en parallèle de l'inhibition réciproque. Et en plus à ça, se rajoute cette notion d'inhibition motrice, c'est-à-dire qu'un muscle non utilisé s'effacerait progressivement de sa représentation corticale ou un muscle utilisé d'une façon différente serait modifié dans sa représentation corticale. Et du coup, on arrive sur cette troisième notion qui serait à l'origine de cette spasticité, qui est la réorganisation médulaire par la plasticité neuronale. Donc toujours sur cette inhibition motrice, donc en fait on a un peu deux visions. On a à la fois la vision distale, c'est-à-dire ce qui se passe en distal directement sur la fonction motrice concernée, donc la modification des informations qui sont fournies par ces récepteurs de l'articulation, cette réduction de l'excitabilité des motoneurones et cette hyperactivation au niveau du fuseau neuromusculaire. Et en parallèle, on a cette deuxième notion d'une vision qui est plutôt proximale au niveau du cortex moteur et des voies descendantes,
et où en fait on a ces ganglions de la base et ces noyaux du gris centraux, on va en parler tout à l'heure, qui ont un peu un rôle de douanier, de portillon, d'acceptation dans l'initiation du mouvement. Ce sont eux qui autorisent ou qui inhibent le démarrage d'un mouvement volontaire. Donc la récupération, récupération par exemple post-AVC ou récupération d'une manière générale, on va parler plutôt de la notion de plasticité qui du coup va intervenir justement dans cette réorganisation des circuits médulaires avec la plasticité neuronale, et vous allez voir qu'également il y a cette notion de plasticité cérébrale qu'on va détailler un petit peu plus ici. On a deux versants dans la plasticité. On a à la fois la création et le renforcement de nouvelles connexions et neurones, mais également la disparition de cellules par inutilisation et non-sollicitation. C'est cet effacement de ces cellules qui ne sont pas utilisées. Je compare souvent le cerveau à l'image d'un ordinateur qui, de temps à autre, va vous proposer un nettoyage des icônes de bureau non utilisées. Et là, c'est un petit peu la même chose sur cette disparition de cellules par inutilisation, non-sollicitation. Ces cellules ne sont pas utilisées du fait d'une immobilisation, du fait de cette inhibition des muscles antagonistes au mouvement, des muscles antagonistes à la spasticité par cette boucle du réflexe du réflexe myotatique que je vous ai expliqué tout au début. Donc, progressivement, ces fonctions-là vont s'effacer puisque ne sont pas utilisées, et donc le cerveau va aller sur le principe de l'économie. La plasticité, comment est-ce qu'elle se module? Soit par l'activité, donc le fait d'effectuer des mouvements encore et encore et encore et encore va modifier progressivement cette plasticité, va permettre au niveau synaptique d'augmenter la libération de neurotransmetteurs dans la synapse, d'entretenir cette synapse-là, soit de manière de compensation dite spontanée, c'est ce qui va se passer dans les suites d'un traumatisme, une chirurgie, c'est cette réorganisation spontanée au niveau des voies polysynaptiques cortico-réticulospinales qui vont aller soit dans un sens dit positif qui va nous intéresser, soit dans un sens qui va être plutôt négatif avec ces schémas entre autres de syncinésie. Ces problématiques d'augmentation de spasticité d'un côté et d'inhibition complète des muscles antagonistes. Et du coup, pour corriger cet ensemble, il va falloir idéalement désapprendre pour ensuite réapprendre, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, si je vous explique un petit peu cette notion d'inhibition motrice d'origine centrale, d'origine proximale, avec ces ganglions de la base et ce thalamus dont je vous ai parlé il y a quelques instants qui font un petit peu les douaniers, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, en fait, quand vous souhaitez effectuer un mouvement, vous avez un certain nombre d'afférences extéroceptives qui vont être la vue, qui vont être la partie sensorielle, la partie kinesthésique, la partie tactile, la partie auditive, qui vont intervenir en vous disant, bon là, je vais effectuer ce mouvement. Bien sûr, tout ce schéma-là se passe en quelques millièmes de seconde. On a d'abord une première phase ici qui concerne l'intégration, la planification. Et la deuxième phase ici en pointillé, elle va concerner l'exécution. Donc vous avez ces afférences extéroceptives qui arrivent au niveau du cortex pariétal. Le cortex pariétal, c'est celui-ci ici en vert. Le cortex pariétal, il reçoit par la voie directe des afférences extéroceptives et également par une voie indirecte qui, elle, passe par le thalamus des afférences proprioceptives. Il va alors effectuer un premier brouillon, on va dire, de script du mouvement. C'est vraiment, il y a tel objet ou tel obstacle devant moi, il va falloir que je lève le pied, il va falloir que je tende la main pour attraper tel ou tel objet. On est sur objet, moi, et vraiment juste faire le premier brouillon du mouvement. Ce cortex pariétal envoie ce premier brouillon du mouvement au niveau du cortex préfrontal et du cortex frontal, sur toute cette zone-là, ici en orange,
qui, eux, vont déjà affiner un petit peu plus le script du mouvement, vont déjà effectuer en gros un premier jet avec les différentes commandes qui vont devoir se mettre en place. Et ce premier jet va être envoyé en relecture à nos douaniers, au ganglion de la base, au thalamus. Là, si le ganglion de la base et le thalamus considèrent que ce premier jet de mouvement est en adéquation avec le possible, c'est-à-dire que l'articulation est mobilisable, qu'on n'est pas en danger, qu'on n'est pas sur quelque chose de douloureux, qu'on n'est pas sur une personne qui est alitée ou de toute façon ça n'est pas possible de bouger, ou sur une personne qui est immobilisée dans une écharpe coup de corps par exemple, ou avec certaines attelles. Il se dit que là, le mouvement est réalisable, il l'envoie à la partie exécution. En revanche, s'il considère que ce mouvement n'est pas réalisable parce que immobilisation, parce que risque de douleur, parce que tout ce que vous voulez, ça s'arrête là. Le mouvement n'est pas exécuté. On passe ensuite à cette phase d'exécution où, donc, quand ces caractéristiques du mouvement sont bien en adéquation avec les capacités physiologiques, les aires motrices supplémentaires et les aires prémotrices vont alors affiner ce brouillon de manière un peu plus précise et vont chercher à quantifier exactement en termes de force, d'intensité, de qualité de contraction musculaire, qu'est-ce qu'il va falloir développer pour effectuer le mouvement. Donc c'est vraiment cette zone ici. Le cervelet, lui, intervient également dans cette exécution du mouvement pour travailler sur la coordination. Le cortex moteur primaire lance ensuite directement lui-même l'exécution du mouvement au niveau du tronc cérébral, moelle épinière et enfin motoneurone musculaire. Cette notion d'inhibition motrice centrale, elle se passe ici. C'est-à-dire que cette inhibition motrice qui au début est un mécanisme qui est totalement normal. On ne bouge pas à l'endroit où on a mal. On ne bouge pas dans les suites immédiates d'un traumatisme ou des choses comme ça. Le corps est un petit peu anesthésié, un peu tétanisé. À cela se rajoute la lésion neurologique en plus. D'accord ? Elle est donc tout à fait normale. Lui, il enregistre. Il ne donne pas d'exécution du mouvement. Le problème, c'est qu'il y a un moment où, au bout d'un certain temps, cet enregistrement-là, il va devenir l'enregistrement dit normal, c'est-à-dire qu'il va complètement remplacer le schéma de base de fonction motrice. Ils vont rester en fait sur cette notion de articulation non mobilisable, cette notion de là, de toute façon, on a un muscle spastique, l'antagoniste, il peut même pas essayer de travailler. Donc, on est vraiment sur ces douaniers-là qui sont restés sur le schéma de pas possible de mouvement et qui du coup ne bloquent l'exécution. Au niveau de la prise en charge sur la spasticité, qu'est-ce qu'on a qui existe actuellement? Donc, d'une manière générale, toutes les prises en charge que je vais vous décrire ont comme objectif d'augmenter une commande motrice en réduisant la spasticité segmentaire, c'est-à-dire de réguler cette spasticité d'un muscle, du muscle agoniste, de manière à augmenter la commande motrice du muscle antagoniste. Donc, on a plusieurs choses qu'on trouve. Bien sûr, toute la partie rééducative que vous faites d'une manière que l'ensemble des kinésithérapeutes font très bien en ce qui concerne la rééducation, la posture, l'utilisation de vibrations, l'utilisation de certains médicaments, médicaments oraux. Il y a le baclofène, le lioresal, l'utilisation des pompes, l'injection de toxines botuliques. Et également la prise en charge chirurgicale de manière directe, donc c'est-à-dire tout ce qui est neurolyse, neurotomie. On intervient directement sur la neurolyse, la neurotomie, hein, c'est directement sur le nerf qui excite ce muscle-là. Ou alors de manière indirecte, donc plutôt sur les conséquences. Donc par exemple, quand vous êtes sur un stade d'ankylose articulaire avec un muscle qui s'est complètement
rétracté, un muscle spastique c'est complètement rétracté, qui est complètement spasmé, ou il va alors pouvoir être proposé des ténotomies ou des libérations articulaires directes. Et puis, ce dont je vais vous parler là, ça va être cette reprogrammation neuromotrice, mais un petit peu différente, en lien du coup avec cette notion d'inhibition motrice centrale dont je vous ai parlé. Parce qu'effectivement, il y a à la fois l'inhibition motrice, à la fois la lésion neurologique qui interviennent. Et donc, cette reprogrammation neuromotrice, on va dire autrement, agit sur cette notion d'inhibition motrice centrale. Cette reprogrammation neuromotrice, pourquoi est-ce qu'on l'appelle autrement? Parce qu'elle est différente de la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire la partie proprioceptive que vous connaissez très bien, entre autres dans le domaine de la rééducation. Pourquoi est-ce qu'elle est différente? C'est ce que je vais vous expliquer très rapidement. On est déjà tout d'abord sur un procédé donc, qui est neurophysiologique, qui permet de modifier, de corriger ou d'acquérir un automatisme moteur. Et elle est différente parce que l'objectif est d'intervenir sur la genèse des stratégies d'action motrice. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à intervenir sur la commande motrice sur le plan cérébral et non pas sur les récepteurs en distal. Donc pour faire ça, comment est-ce qu'on fait? C'est ce que propose justement la méthode Aliane. Donc la méthode Aliane propose de faire un travail en imagerie mentale associé à un travail proprioception, le tout avec un ancrage sur des sons de basse fréquence. Okay. Donc, la proprioception, l'objectif va être d'avoir une prise de conscience en fait des muscles qui vont être impliqués à la fois dans l'action motrice et à la fois dans ceux qui sont spastiques. C'est l'acquisition vraiment des sensations, c'est ce qu'on appelle en fait la reprogrammation neuromusculaire. Hein. L'imagerie mentale où l'objectif va être d'activer les zones cérébrales responsables du mouvement. De manière à avoir une intégration corticale de ces sensations proprioceptives. Et enfin, les sons de basse fréquence qui permettent d'installer durablement un mouvement avec un ancrage en sous-cortical. Donc, ces sensations proprioceptives vont passer par un bilan moteur que vous connaissez très bien, qui va effectivement quantifier à la fois ces muscles spastiques, avec les échelles que je vous ai montrées au début, l'échelle d'Ashworth modifiée, l'échelle de Held et Tardieu, et à la fois un bilan des capacités motrices des muscles antagonistes, en utilisant par exemple l'échelle de Held et Piero-Dessellini. Et derrière, on va effectuer un travail proprioceptif ciblé. Donc, sur le muscle spastique, ça va être à la fois du côté lésionnel d'aller rechercher qu'est-ce que ça représente, un muscle spastique, qu'est-ce que le patient ressent. Est-ce que souvent ils le décrivent comme un élastique, comme un ressort, comme parfois même une corde quand on est sur des spasticités un peu plus fortes, voire même certains peuvent dire que c'est presque une plaque de fer qui bloque le mouvement. Et en parallèle, le travail proprioceptif du côté contralatéral, s'il est possible, de manière à percevoir qu'est-ce que c'est qu'un étirement musculaire dit normal. Qu'est-ce que c'est quand cette boucle que je vous ai expliqué tout au début, cette boucle d'activation et d'activation du motoneurone, de la contraction musculaire et à la fois de d'étirement du fuseau neuromusculaire, qu'est-ce qui se passe quand un étirement de fuseau neuromusculaire dit normal se produit? Qu'est-ce qui est ressenti à l'intérieur du muscle? L'objectif va être vraiment de quantifier de manière assez précise ce ressenti, puisque vous vous souvenez que nos aires prémotrices, dans l'exécution du mouvement, elles ont besoin d'avoir exactement l'affinement de tout ce travail-là, de toutes ces propriétés de la fonction motrice. La partie imagerie mentale, pourquoi ça présente un intérêt d'utiliser de l'imagerie mentale? Bon, déjà, je vous l'ai expliqué effectivement un petit peu au début, on est potentiellement sur une inhibition, il y a cette notion d'inhibition motrice d'origine centrale, avec cette plasticité activité dépendante qui va provoquer un remaniement des connexions synaptiques directement, et également un remaniement au niveau de la plasticité cérébrale avec un effacement de l'image motrice dite
normale, avec une modification de cette image motrice. Donc, il va être intéressant d'aller chercher un travail sur cette imagerie mentale. Et là, c'est plutôt bien détaillé dans la littérature l'intérêt de l'utilisation de l'imagerie mentale. Alors, ça a été longuement détaillé dans le domaine du sport. C'est progressivement en train d'arriver un petit peu sur le domaine de la rééducation. Ce qu'on a au niveau des études, c'est par exemple sur celle-ci, sur cette notion d'équivalence corticale. Donc ça date quand même de 2008, hein, ça a déjà quelques années, mais ça prend le temps pour venir dans le domaine de la rééducation. Vous voyez que là, là on a le stimuli direct qui pour provoquer une contraction musculaire, bon, l'activation en jaune, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt là, cette zone turquoise. Quand le mouvement est imaginé, vous voyez les différentes zones qui vont s'allumer, on va dire, au niveau du cerveau. Quand le mouvement est exécuté réellement, vous voyez ces autres différentes zones qui sont ici en violet. Et la ligne B, là, va nous détailler un petit peu cette comparaison entre le mouvement exécuté réellement et le mouvement imaginé. Quand on est sur le mouvement exécuté réellement qui est plus présent sur les aires cérébrales que le mouvement imaginé, ça apparaît en rouge. Quand vous êtes sur le mouvement imaginé qui est plus présent que le mouvement réellement exécuté, ça apparaît en vert. Et quand vous êtes sur le mouvement imaginé et le mouvement exécuté qui sont sur les mêmes superpositions d'activité des aires cérébrales, ça apparaît ici en bleu. Vous voyez que bon, la superposition n'est pas parfaite, mais il y a quand même pas mal de zones bleues. Et donc, concrètement, on a cette notion d'équivalence corticale entre le mouvement imaginé et le mouvement réellement exécuté. D'autres études nous indiquent également que dans le travail d'imagerie mentale, on a une équivalence neurovégétative en termes de modification du rythme cardiaque, de modification de réaction cutanée. Par exemple, sur la simulation au froid, sur la simulation à l'activité physique ou au stress, et où le rythme cardiaque va pouvoir se réguler, se modifier juste par la création de l'image mentale, alors que la situation n'est pas présente réellement. Et en ce qui concerne la performance, on a des choses assez intéressantes avec, entre autres, une toute première étude dans les années 95 qui nous indique que, alors c'est une étude qui avait été réalisée à l'époque sur des pianistes, montrant que 2 heures de travail physique associé à un travail en imagerie mentale équivalait à 10 heures de travail physique. Donc on a quand même un réel gain de temps. Vous avez également une autre étude, celle-là de 92, qui indique qu'un travail en imagerie mentale permet une amélioration de 30% d'augmentation de la force maximale volontaire. Et enfin, ces dernières études des années 2000 vont distinguer les différents types d'imagerie mentale. Ils vont distinguer l'imagerie mentale visuelle, donc c'est-à-dire le fait de visualiser le mouvement. Donc dans l'imagerie mentale visuelle, vous avez à la fois l'imagerie mentale visuelle extrinsèque à la troisième personne, qui est dite dissociée. C'est le principe de la caméra qui va filmer un mouvement, votre mouvement, et après, vous visualisez le film présent sur cette caméra-là. Et l'imagerie mentale visuelle intrinsèque à la première personne, dite associée, c'est le principe de la caméra embarquée, où là, vous effectuez le mouvement, vous avez la caméra embarquée, et vous avez le mouvement, vous pouvez visualiser le mouvement effectué comme si c'était par vos propres yeux, et non pas par une tierce personne. Donc ça, c'est cette imagerie mentale visuelle, intrinsèque, extrinsèque, ok. Et l'imagerie mentale, on va dire kinesthésique, donc c'est-à-dire vraiment chercher lors d'un mouvement, qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la marche, lors du mouvement de la marche, je perçois mes différents appuis de mon pied au sol, je perçois mes différents débattements articulaires, je perçois mes différents muscles, à la fois posturaux qui vont maintenir ma stabilité, et à la fois ceux qui vont avoir une activité éventuellement excentrique dans l'allongement. Tiens, ça nous intéresse, on parle d'allongement de nouveau, d'allongement et d'étirement musculaire, et donc c'est un petit peu là où on retrouve du coup cette notion de spasticité. Et donc vraiment d'aller chercher tout ce qui se passe dans l'exécution d'un mouvement, sur toute la partie kinesthésique. Bref, ces études des années 2000 nous indiquent que pour un apprentissage d'un mouvement,
l'imagerie mentale kinesthésique est nettement plus puissante à utiliser que l'imagerie mentale visuelle seule. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin en utilisant l'entrée sensorielle kinesthésique. Alors, l'idéal, globalement, sur du travail d'imagerie mentale, va être de tabler sur l'ensemble des modalités sensorielles, à la fois la modalité sensorielle visuelle, qui est quand même plus qu'intéressante, la modalité sensorielle kinesthésique, qui est vraiment performante, surtout quand on est sur un apprentissage moteur, sur une modification de mouvement. C'est du coup l'intérêt qu'il y a à utiliser les sensations proprioceptives que je vous ai détaillées sur la diapo précédente. Et également, pourquoi pas, toutes les autres modalités sensorielles qui peuvent être auditive, qui peut être donc dans l'auditif. Vous pouvez, dans le cadre d'une spasticité, vous pouvez avoir le bruit, par exemple, du pied traînant au sol ou le bruit du talon qui se pose au sol, ou voilà, toutes ces modalités auditives également, et taper sur toutes ces modalités sensorielles. Enfin, les sons de basse fréquence. L'idée a été effectivement d'utiliser ces sons de basse fréquence pour ancrer en sous-cortical. Ces sons de basse fréquence sont émis par un dispositif médical breveté dans le but de passer le patient en mode alpha d'activité cérébrale, c'est-à-dire sur des fréquences qui sont entre 7 et 14 Hz. Alors, pourquoi le mode alpha? Alors, déjà, l'activité cérébrale, on va dire, 4 grands rythmes d'activité cérébrale. Le premier rythme, qui est le rythme bêta, qui est le rythme d'éveil, qui est celui que vous êtes normalement censé avoir derrière votre écran d'ordinateur quand vous m'écoutez. Le rythme dit alpha, qui est un état qu'on retrouve un petit peu dans les états méditatifs. C'est celui que vous allez retrouver dans cet état de semi-sommeil, celui où vous êtes allongé, presque au point de vous endormir, mais vous ne dormez pas encore. Delta, qui descend un peu plus bas que l'alpha, c'est celui entre autres qu'on va retrouver dans l'hypnose d'anesthésie. Et enfin, theta, qui est sur un rythme vraiment très très lent. Donc pourquoi est-ce qu'on va chercher à utiliser alpha? Et ben en fait, on sait que les ondes alpha ont un rôle clé dans la filtration de l'information par les neurones, parce que elles permettent de focaliser l'attention sur certaines activités au détriment du reste. Donc ça permet en fait de vraiment jouer un rôle clé dans le filtrage de l'information au niveau du cerveau. Et en plus, on sait que le thalamus est un gros consommateur d'alpha, et ça tombe bien parce que c'est notre thalamus qui va filtrer l'initiation du mouvement. Donc en fait, l'idée est de plonger le patient dans un état un petit peu d'hypovigilance sur tous les éléments extérieurs, mais en même temps d'hyperactivation au niveau des aires de la motricité, vraiment de recentrage. C'est un peu cet état où on dit il se met un peu dans sa bulle, mais où là, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement amplifié par l'utilisation de ces sons de basse fréquence. Alors, un petit exemple de cas clinique. Sur une spasticité gastrocnémien, je vais vous passer la vidéo, ce sera plus simple. Donc, spasticité au niveau des gastrocnémiens, qui est évaluée à 1+, éventuellement petit 2 sur l'échelle d'Ashworth, avec cette accroche nette et cette résistance bien présente sur la moitié de l'amplitude. On retrouve exactement la même chose au niveau du solaire, avec en plus une petite répidation elliptoïde. Il est effectué donc cette séance de reprogrammation neuromotrice avec effectivement cette recherche de sensations proprioceptives, du coup sur une activité excentrique du triceps sural, sur cette activité d'allongement. Et donc directement en post-séance, voilà ce qu'il est obtenu à la fois sur le gastrocnémien et sur le solaire, c'est-à-dire il n'y a plus aucune accroche et une mobilité qui est totalement libre sur l'amplitude du triceps. Ça, c'est une étude qui avait été faite sur 22 patients, sur une évaluation sur la spasticité du triceps sural, et qui avait été effectivement publiée dans Kiné Scientifique, et qui nous indique en fait une baisse. Donc, il avait été évalué la baisse du score Ashworth avant, après séance.
Donc ça, c'est ce premier graphique-là, en détaillant les gastrocnémiens ici en orange et le solaire, avec donc voilà, soit une baisse de 0 point, soit de 1 point, soit de 2 points, soit voire même de 3 points. Vous avez tous les ratios qui sont ici, donc directement sur le avant-après séance. Et ensuite, une évaluation de ce score à Schwartz à un mois post-séance. Entre la première séance et le 1 mois, qu'est-ce qui se passe? Prise en charge en rééducation classique et auto-entraînement du patient en imagerie mentale, en parallèle de ce qu'il a fait lors de cette séance de reprogrammation neuromotrice spécifique. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient à un mois? Là, vous avez le diagramme sur les gastrocnémiens avec un maintien de cette baisse du score à Schwartz pour 87%, voire même une petite régression pour 12% d'entre eux. Et sur le solaire, vous avez un maintien à 60%, une régression à 30%, et il y a eu une amélioration pour 10% des patients évalués. Donc concrètement, on arrive sur le avant-après séance à une régulation moyenne de moins 1,41 points sur l'échelle d'Ashworth en fin de séance et sur une moyenne de maintien à un mois pour 70% des patients, juste en ayant effectué cette reprogrammation neuromotrice et poursuivi les séances de kiné habituelles comme ce qui était fait déjà auparavant. Ça, c'est plutôt sur un case study, sur un patient qui, lui, a été suivi sur 18 mois avec un travail spécifique de reprogrammation neuromotrice à fréquence toutes les 6 semaines. Pareil, toujours sur ce triceps sural, en complément des prises en charge habituelles. Et la répercussion sur la marche, avec une évaluation de la marche sur du test de 10 mètres de marche. Donc avec une évolution de la longueur d'enjambée, d'évolution sur ces 18 mois. Là, vous avez une petite baisse effectivement qui est le passage, la sédation de la canne. La sédation de la canne qu'on retrouve à cette date-là, pour la simple et bonne raison, c'est que ici, il a acquis l'équilibre unipodal. Et donc évolution également de la vitesse de marche que vous voyez du coup avec ce travail qui a été fait où il a été inclus une séance de reprogrammation neuromotrice, donc ce travail d'imagerie mentale, son de basse fréquence, sensation proprioceptive, en complément de sa prise en charge habituelle. Les limites, ce sont les capacités cognitives très dégradées. C'est vrai qu'on peut se poser par exemple la question de est-ce que mon patient est un bon ou un mauvais imageur? Vous avez plusieurs échelles qui vont évaluer si le patient est un bon ou un mauvais imageur. Je dirais que dans tous les cas, l'objectif de savoir si le patient est un bon ou un mauvais imageur, c'est plutôt savoir si permettre d'évaluer votre travail en imagerie mentale avec ce patient-là et en même temps de savoir un petit peu du coup doser ce travail-là. Après en soi, quand on est sur vraiment de la partie rééducation, je ne mettrai pas d'exclusion sur un patient dit mauvais imageur. L'objectif des échelles comme le CAVIC par exemple est d'avoir, quand vous faites une étude, une randomisation de patients de manière à avoir quelque chose de le plus homogène possible. En revanche, les capacités cognitives, après en parler, c'est-à-dire les capacités de compréhension, les capacités d'attention, que vous pouvez retrouver entre autres dans certains cas d'AVC, vont être un réel frein à ce travail d'imagerie mentale. L'idéal est d'avoir des capacités d'attention de l'ordre de 10-15 minutes et des capacités de compréhension sur des ordres simples avec des questions à choix binaire, choix fermé. Les atteintes mécaniques à proprement parler, donc évidemment qu'une atteinte mécanique propre, hein, c'est-à-dire une lésion musculaire propre. Alors là, oui, vous avez effectivement cette lésion neurologique qui perturbe, mais où l'objectif va être effectivement de jouer sur cette plasticité. Et enfin, les patients hyperalgiques, où en général le recentrage sur la douleur est tellement présent qu'il est difficile de travailler en dehors.
Une autre publication qui avait été faite par Grandjean, Guyot et Collet en 2009 sur les effets de l'imagerie motrice dans la rééducation, sur les lésions du système nerveux central et sur les atteintes musculo-articulaires, avec cette notion d'entraînement mental. Donc ce travail d'imagerie motrice, on peut vraiment le considérer un peu comme un entraînement mental, un peu comme de la pratique physique, et qui agit sur la plasticité cérébrale, en permettant du coup une réorganisation substantielle à deux niveaux, à la fois sur la plasticité synaptique et à la fois sur la plasticité anatomique, la plasticité cérébrale à proprement parler, avec un meilleur recrutement des unités motrices et une amélioration de la synchronisation. Et probablement d'ailleurs la formation de nouveaux circuits, c'est ce qui est recherché. Donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure, les prérequis à l'utilisation de l'imagerie mentale en rééducation, cette interrogation de bon ou mauvais imageur avec des tests de chronométrie, des tests de rotation mentale. Donc les tests de rotation mentale sont des tests où vous présentez des images de segments corporels dans différentes positions et l'objectif est de savoir si vous êtes sur un côté droit ou un côté gauche. Et enfin le CAVIC 20, le CAVIC qui est un test en 10 items qui va où vous demandez en fait au patient à effectuer certains mouvements, donc ces 10 items-là, effectuer ce mouvement-là, et ensuite à quantifier l'image de ce mouvement dans sa tête, donc au moment où il l'effectue plus, à le quantifier en termes de clarté de l'image pour la partie visuelle et en termes de sensation du mouvement pour la partie kinesthésique. Mais intéressant, bon ou mauvais imageur pour savoir jusqu'où on peut aller, mais je pense que tout patient a des capacités à apprendre le travail d'imagerie mentale et que ça n'est pas un frein, enfin, ça n'est pas une exclusion. Ne partez pas sur une notion de patient mauvais imageur, je l'exclus de ce travail d'image mentale. Ces tests-là sont, je pense, très pertinents dans le cadre d'une étude de manière à avoir un échantillon de patients qui soit le plus uniforme possible. L'imagerie mentale en rééducation, il y a quand même un certain cadre qui est souhaitable. Donc, bon, évaluer les capacités du patient, donc c'est ce qu'on a dit, hein, entre autres sur les capacités cognitives, expliquer la nature du traitement, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire, enseigner la technique d'imagerie et bien sûr intégrer cette technique d'imagerie mentale dans une prise en charge globale, intégrer cette reprogrammation neuromotrice spécifique dans une prise en charge globale. Ça ne se substitue pas à une prise en charge, c'est vraiment un complément qui permet d'aller plus loin et de passer certains caps dans la rééducation. Et l'idéal est d'intégrer le patient dans cette prise en charge-là de manière à ce qu'il puisse auto-générer son traitement à domicile. C'est ce que je vous indiquais sur le travail qui avait été fait entre autres dans le hop, c'était où? Dans celle-ci, où il avait donc fait un travail en kiné habituel et en parallèle un travail d'imagerie mentale chez lui à la maison. D'un point de vue clinique, vous avez la partie physique, donc les capacités physiques à proprement parler. L'environnement, c'est vrai que l'idéal est quand même d'être dans un environnement qui soit plutôt calme. La partie verbale va être de cibler, c'est de décrire très précisément ce qui est recherché en termes de sensations proprioceptives. Le timing, le travail d'imagerie mentale est assez énergivore, donc le temps passé en imagerie mentale, l'idéal est qu'il soit de l'ordre de 10 à 30 minutes. La notion d'apprentissage de ce travail-là, et puis la notion émotionnelle, puisque vous avez vu qu'entre autres, dans toute la partie d'inhibition motrice, il y a effectivement le fait qu'il y a cette lésion, le fait que du coup, pendant un certain temps, on ne bouge pas parce que ça fait mal, parce qu'il y a de l'alitement, parce qu'il y a de l'immobilisation. Et en général, derrière, il y a la peur.
il y a l'appréhension, il y a la kinésiophobie, qui représente quand même 50 à 70% des patients suite à n'importe quel autre traumatisme. Il y a présence de cette kinésiophobie. Il y a le défaitisme, de toute façon, je n'y arrive pas. Donc vraiment, cette partie émotionnelle qui est souvent rattachée et qui va encore en plus ancrer cette inhibition motrice. Et puis, cette notion de perspective, de interne-externe, en l'occurrence dans l'imagerie mentale visuelle, d'imagerie dissociée à la troisième personne et d'imagerie associée à la première personne en recentrage interne. D'une manière générale et au sens plus large, la reprogrammation neuromotrice, les indications sont extrêmement larges. Là, on a parlé un petit peu de la spasticité, d'aller chercher cette sensation du muscle, de la manière dont il s'étire, de cette perception. En soi, vous pouvez l'utiliser sur énormément de choses. Donc, bien sûr, sur du recrutement de la fonction motrice, donc des muscles antagonistes en l'occurrence à ceux qui sont spastiques. Vous pouvez également l'utiliser dans du travail de la posture, dans tout ce qui concerne en fait une fonction motrice, que ce soit en neurologie ou en orthotraumato. L'idéal, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est complètement complémentaire. Et dans le cadre de la spasticité, ça permet vraiment de potentialiser une prise en charge de la spasticité avec les outils qui sont déjà existants actuellement, que ce soit des outils du domaine de la rééducation, des outils médicamenteux, pharmaceutiques, ou la toxine, ou bien sûr la chirurgie. Derrière, vous avez vraiment un réel apport qui permet de potentialiser cette prise en charge-là de manière assez simple, assez facile à faire. Donc l'idée, moi, que je voulais vous faire passer ce soir, c'est d'utiliser cette notion d'imagerie motrice et de proprioception dans vos prises en charge, de patients spastiques ou autres patients. Je vous remercie pour votre attention. On va faire le point un petit peu sur les questions. Alors, première question, est-ce que la spasticité peut totalement disparaître suite à une poussée de sclérose en plaques? Je n'ai pas de réponse directe à cette question-là. C'est totalement au cas par cas. C'est vraiment totalement au cas par cas. Suite à une poussée de sclérose en plaques, oui, vous pouvez avoir la spasticité qui apparaît. Il est possible des fois qu'elle disparaisse ou pas. Malheureusement, sur toutes ces pathologies neurologiques, on n'a pas spécialement de boule de cristal et je sais que c'est extrêmement compliqué pour les patients de ne pas avoir une réponse directe. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est possible ou pas. C'est peut-être pas la réponse que vous vouliez entendre, mais voilà. Alors, comment agit la vibration dans la rééducation? Donc ça, ce sont des études qui ont été faites sur la vibration tendineuse par rapport à la spasticité, où l'objectif était de réguler effectivement cette hyperactivation au niveau du motoneurone alpha. Ensuite, quel a été le contenu de la séance en travail excentrique du triceps sural? Combien de temps? On est sur une séance, là, quand on est sur un travail exclusif sur le triceps, une séance qui dure 1 heure, entre à la fois le travail de sensation proprioceptive, le travail ensuite d'imagerie mentale, d'apprivoiser effectivement ce travail d'imagerie mentale, et puis ensuite de bilan, ça prend au total une petite heure tout compris. Donc il y a à la fois, comme je vous l'avais détaillé, une partie proprioceptive sur aller rechercher les sensations proprioceptives sur le muscle spastique, une partie d'intégration en imagerie mentale où derrière là il y a utilisation des sons de basse fréquence
Ensuite, un travail qui est vraiment bien spécifique au niveau de l'imagerie mentale avec une modification des sensations proprioceptives qui se font à ce moment-là sous les sons de basse fréquence. Et ensuite, une évaluation des résultats obtenus, suivi ensuite d'un temps d'ancrage avec toujours ces sons de basse fréquence. L'attestation de participation au webinaire, oui, c'est possible. Maureen, qui est sur la partie logistique, pourra vous l'envoyer. Je pense que Maureen, tu pourras confirmer. Oui, je vais vous l'envoyer par email le lien pour les personnes qui vont demander du coup une attestation, mais également vous pouvez retrouver du coup le replay sur le site Aliane. Alors, autre question. Oui, alors, donc je vais lire la question intégralement. Si j'ai bien compris, on ne doit pas exclure les mauvais imageurs, mais évaluer et trouver un moyen de leur donner une bonne imagerie. Oui, c'est exactement ça. Quand vous êtes sur la partie de rééducation, le patient a une capacité d'apprentissage à faire ce travail d'imagerie. Alors, la limite reste effectivement les gros troubles cognitifs en termes d'attention et de compréhension. Ça, c'est un critère qui est exclusif, enfin qui est rédhibitoire. En revanche, pour quelqu'un qui est dit mauvais imageur, vous pouvez tout à fait travailler avec lui, travailler sur le côté sain, travailler sur le côté patholo. Vous pouvez aller chercher sur l'ensemble des modalités sensorielles. Peut-être qu'il est mauvais imageur sur la modalité sensorielle visuelle, mais aller chercher sur du kinesthésique. Peut-être qu'il y en a certains, ça va être sur de l'auditif. Peut-être qu'il y en a certains. Moi, je travaille également sur de la motricité linguale, où là, dans ces cas-là, on a des modalités sensorielles qui sont gustatives. Donc voilà, n'excluez pas le mauvais imageur juste parce que vos tests disent qu'ils sont mauvais imageurs. On est sur quelque chose qui est d'emblée extrêmement facile à utiliser. N'excluez pas vos patients là-dessus. Essayez de trouver une porte d'entrée et en plus quand vous utilisez derrière la méthode Aliane et les sons de basse fréquence avec le dispositif médical qui est breveté, vous permettez vraiment déjà d'augmenter les possibilités de ces mauvais imageurs-là parce que vous les passez d'emblée en mode alpha, donc c'est extrêmement beaucoup plus facile pour eux, et puis surtout de potentialiser le travail que vous faites en imagerie et de l'ancrer. Alors, avez-vous des protocoles concrets, quantifiés temporellement pour travailler sur cette imagerie mentale avec le patient? Oui, tout à fait. Il y a à la fois des protocoles que vous trouvez dans la littérature en ce qui concerne l'utilisation de l'imagerie mentale d'une manière générale. Et après, bien sûr, dans ce que je vous ai présenté, la reprogrammation neuromotrice autrement, il y a les protocoles spécifiques à l'utilisation de la méthode Aliane en lien avec les protocoles d'imagerie mentale et l'utilisation spécifique des sons de basse fréquence. Pour utiliser ce dispositif d'imagerie mentale, est-ce qu'une formation spécifique est nécessaire ou est-ce possible uniquement en établissement spécialisé type SSR, médecine physique, réadaptation et à terme en libéral? Donc le dispositif d'imagerie mentale, c'est quand même pas mal d'avoir une formation là-dessus. En ce qui concerne la reprogrammation neuromotrice, la méthode Aliane dont je vous ai parlé, oui, c'est une formation qui est spécifique, qui est nécessaire. Vous pouvez éventuellement vous adresser à Maureen via le mail que vous avez reçu, demander plus d'informations directement sur cette formation-là. C'est possible dans les établissements qui en sont équipés sur la partie Aliane. Il y a actuellement des établissements, je vais vous montrer d'ailleurs la carte, ça me fait penser. Non, c'était pas là. Hop. Voici actuellement la carte des praticiens Aliane en France et en Espagne. Donc, il y a énormément de praticiens libéraux et il y a également certains centres de rééducation qui en sont maintenant équipés, comme entre autres le SSR de Vierzon, si je ne dis pas de bêtises.
Maureen, il me semble qu'on en a d'autres. Alors, ça a coupé, moi, excuse-moi, est-ce que tu peux me répéter? Oui, sur les SSR Il y avait équipés. d'autres. Oui, sur les SSR équipés, pour moi, il y a Vierzon qui est équipé. Ouais, Euh, et il me semble qu'il y en a d'autres. on en a vers Bordeaux, il me semble également. Ok, d'accord. Et pour l'instant, c'est tout. Mais on se développe et on a pas mal de partenariats qui se développent également. Ok. Donc, voilà. Et du coup, effectivement, en libéral, c'est très, très, très fréquemment utilisé. En revanche, voilà, je vous conseille quand même fortement d'utiliser, de faire une formation sur la partie imagerie mentale. Et de toute façon, si vous voulez, si vous souhaitez vous intéresser un peu plus sur la partie méthode Aliane, oui, c'est une formation spécifique et je vous invite dans ces cas-là à vous rapprocher de la société Aliane directement. Alors, un exemple concret d'une séance d'imagerie mentale sur un biceps spastique, du coup, par exemple, sur un biceps spastique. Donc, dans le cadre d'une préhension, donc ça va être d'aller chercher précisément les sensations sur ce biceps-là, à la fois du côté spastique et à la fois du coup du côté sain, puisque potentiellement on va avoir un côté sain sur cette sensation d'étirement. Donc là, on a tout ce travail proprioceptif en amont. Et ensuite, l'objectif va être d'intégrer toutes ces sensations-là en imagerie mentale, c'est-à-dire de créer une image du mouvement. Quand vous effectuez plus le mouvement, en gros, d'en retrouver le souvenir avec toutes ces caractéristiques-là. Et ensuite, de modifier ces images-là et de le modifier de manière à la fois analytique et dans la fonction directement. Là, je vous avoue que vous détailler exactement les protocoles d'imagerie mentale sur un webinar, c'est un petit peu juste. On est sur des formations qui représentent en général quand même bien 2-3 jours de formation. Donc voilà, c'est en soi assez simple à utiliser. Pour être pertinent, l'idée est quand même de bien comprendre la méthodologie de l'utilisation d'imagerie mentale, même si en soi c'est après très très simple à utiliser. Que pensez-vous du traitement des injections de toxines botuliques chez un patient avec une spasticité importante? Est-ce qu'il faut faire un suivi en kiné régulière post-injection? Alors, de toute façon, le traitement d'injection de toxines botuliques est évalué par un médecin qui va de toute façon évaluer la pertinence de cette injection de toxines en fonction de la répercussion fonctionnelle. Normalement, l'objectif est toujours d'aller chercher la répercussion fonctionnelle. Donc, c'est lui qui va évaluer l'intérêt de l'injection de cette toxine. Si on est sur une spasticité vraiment très importante, l'avantage de la toxine, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui est comment dire, pas annulable, enfin qui est les effets de la toxine disparaissent entre 3 à 6 mois post-injection de toxine. On n'est pas sur quelque chose de définitif, contrairement à ce qu'on va retrouver après dans les neurolyses, les neurotomies, les ténotomies carrément. Donc sur la spasticité importante, c'est vrai que en général, on préfère déjà passer par la toxine, voir quels sont les effets, est-ce que ça vaut la peine, avant d'aller sur quelque chose d'un peu plus définitif. Dans tous les cas, envisager un suivi en kiné régulière post-injection, oui, parce que l'objectif de l'injection va être de libérer ce muscle-là et du coup d'aller chercher vraiment à gagner sur l'amplitude articulaire, à gagner sur la capacité d'allongement du muscle et pourquoi pas aller chercher de la fonction motrice sur les autres muscles autour. Alors, vous utilisez les techniques d'imagerie mentale visuelle et proprioceptive à chaque fois? Oui. Oui, on est vraiment sur les entrées sensorielles qui sont les plus fortes en termes d'imagerie mentale. La thérapie miroir, par exemple, utilise de l'imagerie mentale visuelle, mais s'arrête à la partie visuelle. Comme je vous l'ai indiqué,
dans l'imagerie mentale, la partie kinesthésique proprioceptive est vraiment très intéressante et très performante pour un apprentissage et une modification motrice. Est-ce que la méthode Aliane fonctionne aussi pour les patients atteints de dysarthrie? Alors, si la dysarthrie est vraiment sur de la motricité linguale et labiale, pourquoi pas? À ce jour, ce sont des protocoles qui n'ont pas encore été développés. Il me semble que c'est au Chili qu'ils ont fait des évaluations sur la dysarthrie, mais à ce jour, les protocoles ne sont pas encore développés. Est-ce que les sons de basse fréquence sont dans un casque pour les patients pour permettre de se concentrer le plus possible ou sur un ordinateur, ça marche aussi? C'est avec un casque. C'est avec un casque, on est sur des sons de basse fréquence qui sont bien spécifiques, sur des séquences de sons qui sont bien spécifiques. Peut-on commencer le travail de reprogrammation neuromotrice plus imagerie mentale au stade où la spasticité est maximale? Oui, plus tôt vous commencez, plus c'est intéressant. J'ai envie de dire même idéalement hein, sur un patient neuro, le plus tôt est le mieux. Il y a quand même en revanche toujours la limite, bien évidemment, de la partie soins intensifs où la priorité n'est pas la rééducation à ce moment-là, la priorité est sur les fonctions vitales. Mais autrement, oui, pas de problème. Combien de temps les bénéfices se sont maintenus? Y a-t-il des mesures d'évaluation 6-12 mois par exemple? Donc là, pour l'instant, sur les évaluations qu'on a fait, effectivement, on avait fait des évaluations à 1 mois. À 6-12 mois, les évaluations n'ont pas été faites, à la fois donc pour plusieurs raisons. L'échantillon de patients qui a été évalué sont souvent, enfin sur cet échantillon-là, sont des patients qui étaient pris en charge en kiné chez un kiné, leur kiné à eux, et qui venaient en fait juste ponctuellement pour faire ces séances Aliane, qui venaient vraiment sur des séances spécifiques. Ce qui fait que ce sont des patients qui après sont venus à 1 mois, sont éventuellement venus à 2 mois, et puis qui après ont arrêté ces prises en charge-là parce qu'ils avaient potentiellement un résultat qui était satisfaisant. Donc non, il n'y a pas à ce jour de mesures d'évaluation à 6-12 mois par exemple. C'est vrai qu'en revanche, on a quand même des résultats à 1 mois qui sont sur un maintien à 70%. On est bien au-delà de tout ce qui peut être proposé sur de la méthode non invasive. Sur la partie de la spasticité, en revanche, les résultats à 6-12 mois pour la partie fonction motrice, là pour le coup, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, en attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions qui arrivent. Donc sur cette notion d'inhibition motrice, ces premières recherches sur les fondements de la méthode de reprogrammation neuromotrice, si vous êtes intéressé, effectivement vous pouvez aller consulter le site www.aliane.com. Vous pouvez également retrouver les précédents webinaires qui ont été faits sur cette plateforme-là. Et le prochain webinaire concernera les applications concrètes des neurosciences dans la prise en charge rééducative, qui est fait par mon collègue Stéphane Laboussette en janvier, le 26 janvier. Hop. Ça, c'était la carte des praticiens. Ça, c'est la bibliographie. De toute façon, hein, vous l'aurez. Voilà, le webinaire va pouvoir vous sera envoyé. Très bien. Ah, une dernière question. Lorsque vous parlerez d'imagerie mentale, cela inclut la thérapie miroir. Dans la thérapie miroir, en fait, il y a du travail d'imagerie mentale qui est fait de manière indirecte.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail vraiment spécifique, ciblé, imagerie mentale, où on demande aux patients d'imaginer le mouvement, mais on est sur un leurre du cerveau, on est sur une modification de la commande motrice par une image visuelle changée. Donc l'imagerie mentale, en fait, se base sur des principes, la thérapie miroir se base sur des principes d'imagerie mentale. Mais c'est vrai que ça n'est pas forcément d'imagerie mentale spécifique. Alors. Je voudrais comprendre le dispositif et la pratique concrète avec un patient hémiplégique, par exemple. Dans tous les cas, tout dépend de votre bilan sur ces séances de reprogrammation neuromotrice. C'est vrai que j'ai parfois des gens qui me téléphonent en me disant j'ai un patient qui vient, machin, qu'est-ce que je fais? Oui, alors tout dépend du bilan, hein, on en revient toujours à la même chose. Tout dépend de votre bilan. Et du coup, de votre fil rouge conducteur que vous allez mettre en place dans votre rééducation. Et en cours de route de cette rééducation, vous allez pouvoir chercher un travail, cette reprogrammation neuromotrice, aller inclure ces séances de reprogrammation neuromotrice pour aller cibler soit de la régulation de spasticité, soit rechercher une commande motrice, soit aller rechercher une augmentation d'un tonus postural, par exemple, ou sortir d'un schéma syncinétique. Les possibilités sont extrêmement importantes, mais tout dépend de votre bilan. Et tout dépend du coup de votre bilan et donc de votre patient. Les patients hémiplégiques, un patient hémiplégique qui est juste hémiparétique avec monoparésie, par exemple, sur le membre supérieur, n'est pas la même chose qu'un patient hémiplégique complet, lourd, avec une atteinte membre sup, membre infra-tronc, une difficulté à ne serait-ce que l'équilibre assis. Donc, tout dépend de là où vous en êtes. Pourquoi la spasticité diminue au fur et à mesure de la marche pour certains patients? Eh bien, la spasticité, en fait, va se réguler. C'est ce que je vous disais, on peut quelque part un petit peu comparer ça à cette notion de contrainte mécanique. De contrainte mécanique dans l'activité sportive où, à la marche, mine de rien, ce triceps va être étiré en permanence sur chaque pas, par exemple. Donc, sur chaque pas, donc ça va. Le muscle, en fait, a besoin de retrouver cette mobilité, ce mouvement. Et en parallèle, il est vrai que parfois, ponctuellement, la spasticité peut augmenter sur certains efforts. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire des efforts, qu'il ne faut pas aller chercher du mouvement, qu'il ne faut pas aller chercher une activité physique telle qu'elle soit. Peut-être que la spasticité va augmenter ponctuellement, juste sur ce temps-là. Et alors, l'objectif va être de repousser ce seuil d'apparition de spasticité de manière à ce qu'il apparaisse de plus en plus tard. On n'est plus, c'est vrai qu'il y a eu une modification des discours sur la spasticité, entre autres en France, où il y a quelques années de ça, on disait ah non, surtout pas d'activité sportive, surtout pas d'effort, surtout pas de renforcement musculaire. Hein, c'est ce qu'on disait on parlait pas de renforcement musculaire chez les patients neuro. Il y a quoi? Il y a même pas 15 ans de ça. C'était absolument interdit parce que ça augmentait la spasticité. À l'inverse, ce qu'on s'est également rendu compte, c'est que l'activité sportive, l'activité physique, telle qu'elle soit, avait de tels bénéfices sur le plan cardiovasculaire, sur le plan du mental, sur le plan de la conduction nerveuse, sur le plan articulaire, sur le plan de la trophicité, sur le plan du diabète, que derrière, peut-être qu'il y avait une augmentation minime de la spasticité. Et encore, les études indiquent quand même que, en tout cas, du travail en excentrique ne tendrait pas à augmenter la spasticité. Au contraire, tendrait plutôt à la réguler. On s'est aussi rendu compte qu'à force de dire à tous ces patients neuro de surtout pas trop d'efforts parce que peut-être que ça va augmenter la spasticité, on est sur des patients qui déjà naturellement ont un niveau qui est beaucoup plus bas en termes de, enfin, sur la partie sédentarité, c'est des gens qui potentiellement ne bougent pas beaucoup.
et où on arrivait à des stades, enfin je me souviens encore d'un jeune qui avait quoi, 25 ans, qui avait fait effectivement une rupture d'anévrisme à l'âge de 18 ans, à qui on avait tenu le discours pendant des années, ah attention de ne pas bouger, machin, hein. À force de ne pas bouger, il en était arrivé au stade où il ne se levait même plus et on arrivait à devoir doubler les équipes à domicile. Mais c'est complètement absurde. Cette personne était en train de se transformer sous prétexte de peur de bouger. Alors là, je parle de la partie hémiplégie. En revanche, sur la sclérose en plaques, c'est vrai qu'il y a la notion de fatigabilité qui est à prendre en compte dans la sclérose en plaques. Donc pourquoi est-ce que la spasticité diminue au fur et à mesure de la marche pour certains patients? Potentiellement parce que le muscle est étiré, potentiellement parce que le seuil d'apparition de cette spasticité est repoussé de plus en plus. Comment réaliser la partie rééducation proprioceptive chez un patient spastique au niveau du quadriceps? Aller chercher de l'excentrique. Aller chercher sur la partie, sur le côté sain, qu'est-ce que c'est que l'étirement du muscle en excentrique sur le quadriceps? Comment est-ce qu'il le perçoit? Qu'est-ce que c'est à l'intérieur de ce muscle qui va s'étirer au niveau de ses fibres musculaires? Aller chercher l'image du relâchement de la jambe qui relâche, qui plie. Toujours la même personne sur la spastique qui diminue au fur et à mesure de la marche, avec le premier kilomètre qui n'est pas fluide et encore le second oui. Ce qui est déjà positif, c'est que du coup, on est potentiellement sur un sujet qui est capable de marcher 2 kilomètres. Donc ça veut dire qu'il a un niveau il a un niveau d'endurance et de seuil de tolérance à la fois sur le plan cardiovasculaire et à la fois sur le plan articulaire qui est de l'ordre de 2 km, donc c'est déjà top. Avec effectivement cette mise en route, c'est-à-dire que s'il est resté juste avant longtemps allongé avec un pied un peu tombant, pas maintenu, effectivement c'est un peu comme le déroulage matinal de la personne âgée ou vous quand vous êtes resté trop longtemps dans une même position où c'est entre guillemets raide. Est-ce que c'est vraiment de la spasticité à ce moment-là? Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. En tout cas, je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre intérêt pour ces questions d'imagerie mentale. Je vous invite vraiment à lire un peu de la littérature, à vous former, à en tout cas vous renseigner sur cette méthode Aliane. Je dis toujours que c'est vraiment quelque chose où j'ai découvert moi cette méthode-là il y a maintenant 4 ans. Je l'utilise au quotidien avec mes patients neuro, avec soit des patients que j'ai au quotidien où j'inclus ces séances spécifiques Aliane, soit des patients qui viennent me consulter, qui ont leur prise en charge kiné habituelle à côté, qui viennent me consulter pour des séances là. La plus grosse difficulté que j'ai avec la méthode Aliane, c'est si je devais m'en passer. Donc voilà, c'est vraiment un réel plus, je trouve, dans une prise en charge de patients. Et je vous invite vivement à vous renseigner et à aller chercher aussi cette voie de travail en imagerie mentale dans la rééducation. Je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie également de vos interrogations et de vos remises en question qui sont la force de notre profession et c'est ça qui nous permet d'avancer et de faire avancer nos patients. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.